Allez, c'est parti. Bon, mais messieurs, je suis très content de vous avoir à cette table ronde pour parler de stablecoin. Vous êtes chacun acteur de cet écosystème. Vous avez des philosophies différentes. Je vous propose de commencer par un petit tour de table très classique pour vous présenter. Brice, n'hésite Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Brice, plus connu sous le nom de Token Brice sur les réseaux. Et donc, j'imagine que dans ce panel, je suis plutôt pour représenter les stablecoins décentralisés, puisque je travaille pour un protocole qui s'appelle Liquity et qui propose un des stablecoins reconnus comme les plus trustless, les plus décentralisés sur Ethereum. Et ça vient avec ses limites, bien sûr, mais ça apporte des garanties intéressantes. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Jean-Marc Stenger, je dirige Société Générale Forge, donc, qui est la filiale spécialisée du groupe Société Générale, dédiée aux actifs numériques. Et donc nous avons lancé un stablecoin il y a quelques mois, on en parlera. Bonjour à tous, moi c'est Pierre Fouja, donc je ne suis pas Pierre Persson, je suis le remplaçant aujourd'hui. Je suis le directeur des opérations de LUG. Donc LUG, c'est un stablecoin euro qui a été lancé en 2021 par le groupe Casino. Et on travaille avec Société Générale et également avec Deloitte en audit. Et moi, je suis Pablo Vera, je suis cofondateur de Angle. On a un stablecoin décentralisé avec une approche un peu différente de celle de Liquity. On est derrière un stablecoin euro qui s'appelle l'AG Euro. Merci, messieurs. Bon, je suppose que tout le monde sait ce qu'est un stablecoin, mais je vous propose quand même une définition qui sera la mienne, qui sera donc imparfaite, et je vous proposerai, si jamais il y a lieu, de rebondir. Donc pour moi, c'est la représentation numérique d'un actif financier traditionnel, ou pas, d'ailleurs, ça peut être une crypto-monnaie, et qui va être inscrit dans une blockchain distribuée sur un réseau décentralisé. Est-ce que vous... Ouais, non, ça se tient. Après, c'est que, par exemple, en finance décentralisée, notamment, on commence à avoir des stablecoins qui sont. On a du même mal à savoir si on peut les appeler stablecoins, parce que, par exemple, un dont je parlais hier, qui est un petit nouveau qui est sorti, qui est vraiment encore assez marginal, mais qui, en gros, est un truc pégé sur le dollar, mais qui garde 1/10 de la volatilité des terres. Et donc là, on est sur un truc pseudo-stable, je sais pas comment tu appelles ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que je veux dire. Alors, moi qui ai pratiqué l'écosystème, effectivement, j'ai vu de nombreux stablecoins qui étaient tous sauf stables. Mais cette définition, ça rejoint aussi la définition d'un stablecoin comme stable sur un actif financier. Et là, l'actif financier, c'est le dollar plus 1/10 de l'Ether. Et par exemple, les gens qui essaient de faire des indices on-chain répliquer, je sais pas, le CAC 40, bon, bah, ça reste des stablecoins. Et si on peut avoir des stablecoins sur tout et n'importe quoi, et pas forcément sur des actifs, je pourrais faire un stable température à Biarritz ou un stablecoin action LVMH, par exemple. Peut-être pour rebondir sur le sujet, effectivement, ce qui est peut-être intéressant de noter aussi, c'est que en fait, il n'y a pas de définition unique de ce qu'est un stablecoin. Donc c'est vrai que chacun a un peu sa définition. Ce qui est intéressant, c'est que dans les travaux réglementaires qui ont eu lieu, notamment pour préparer le fameux règlement MiCA qu'on va avoir en Europe, le régulateur s'est posé beaucoup de questions. Les banques centrales sont posées aussi beaucoup de questions pour savoir ce qu'était un stablecoin et s'il devait être défini en tant que tel dans cette réglementation. Et la réponse, c'est que le régulateur n'a lui-même pas posé de définition précise de ce que c'est. Donc c'est intéressant peut-être à noter, et ça montre aussi déjà qu'il peut y avoir plusieurs réponses et plusieurs définitions, donc derrière plusieurs produits qui répondent probablement à plusieurs besoins clients ou investisseurs différents, et également plusieurs façons de construire ces stablecoins. Donc, je pense que c'est l'objet aussi de la discussion d'aujourd'hui. Tout à fait, vous en êtes l'illustration. Mais avant d'entrer dans le dur du sujet, et donc comment marchent les stablecoins, pourquoi un modèle plutôt qu'un autre, moi c'est par rapport à l'humain que j'ai des questions. Donc vous auriez pu choisir de vous lancer dans les mêmes coins, vous auriez pu faire des tas de choix différents. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au stablecoin, précisément dans cet écosystème crypto? Pourquoi je commence par toi, Brice, mais je le fais dans ce sens-là, mais Pierre, évidemment, tu seras... Ouais, pour moi, c'est assez simple. Au final, c'est le fameux. Grosso modo, il y a un ratio qui est maintenu à peu près depuis 2 ou 3 ans. C'est si tu regardes la TVL en DeFi et tu regardes combien il y a dans les stablecoins, il y a à peu près un ratio de x3 entre les deux. C'est-à-dire il y a 3 fois plus de stable que de TVL en DeFi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, de tête, allez voir sur DeFi Lama, mais c'est 120 milliards dans les stables, si on met USDT, USDC, tous les stables ensemble, et à peu près 40 milliards dans la DeFi, pour vous donner une idée. Donc pour moi, ce chiffre-là, il vous montre bien quand même que, grosso modo, en termes d'adoption réelle, d'usage, c'est là que ça se passe. Et si on veut arriver vers quelque chose de plus démocratisé, disons, c'est bien sûr par les stablecoins, pas que, mais ça joue un rôle énorme, voire plus important même que le staking, les DEX et tout ça, parce qu'on voit juste en termes de chiffres que les proportions sont énormes, quoi.
Après, dans notre cas de figure, parce qu'effectivement, le filiale du groupe Société Générale qui émet un stablecoin, c'est assez particulier quand même dans le paysage bancaire. Hein. On en est très conscient. Peut-être juste pour expliquer un peu l'historique et la démarche qui a eu lieu derrière. Déjà, il faut peut-être rappeler que notre mandat au sein du groupe Société Générale et vis-à-vis des clients du groupe Société Générale, c'est justement d'amener les actifs numériques et la technologie et ce nouvel écosystème qui se développe et qui, selon nous, a vraiment vocation à transformer l'industrie financière dans son ensemble aux clients du groupe. Ça, c'est notre mandat cœur. Et pour le faire, on travaille sur ce qui est notre quotidien, c'est-à-dire des titres financiers. Donc, notre métier de base, c'est vraiment de créer des titres financiers. Aujourd'hui, on a une gamme qui se concentre principalement sur les obligations, les produits structurés et très rapidement sur des produits dérivés. Et donc, des produits financiers au format token qu'on va proposer à notre clientèle traditionnelle, donc des asset managers, des corporates, des institutions financières. C'est vraiment le cœur de ce que l'on fait. Et donc, on a réalisé un certain nombre d'opérations depuis quelques années sur ces sujets. Et l'été dernier, quand il y a eu un certain nombre de turbulences sur les marchés des stablecoins, on a eu cette espèce de conjonction, d'une part d'observer ce qui se passait sur les marchés crypto et sur les stablecoins existants, donc les vrais stablecoins crypto, j'ai envie de dire, qu'ils soient centralisés ou décentralisés. Mais on a aussi eu de plus en plus de demandes de nos clients avec lesquels on avait traité des security tokens, d'aller un cran plus loin et d'avoir des instruments de settlement, de règlement on-chain. Et ces deux phénomènes conjugués, plus le fait que, de facto, on avait développé une capacité d'émission et une capacité de structuration financière, nous a amené de façon, je dirais, assez simple et naturelle, à partir du mois de septembre ou octobre, à travailler sur ces sujets pour émettre un stablecoin en mars-avril de l'année d'après. Donc c'était assez court. C'était vraiment, je dirais, en réponse à ce besoin client, à la fois crypto et traditionnel, qu'on a décidé de lancer ce produit. C'est la réunion d'une compétence et d'une demande. Voilà. Alors nous, on n'a pas eu une approche financière. On a eu une approche qui était le plus liée au paiement. On est une filiale du groupe Casino, et donc le but, c'était de voir comment on pouvait servir les clients au quotidien et de se dire surtout comment on pouvait réinventer les sujets de fidélité, de paiement, d'expérience de paiement en magasin, de gestion de flux de trésorerie entre filiales. Et tout ça nous a amené à émettre un stablecoin euro également, à se mettre dans les clous de la régulation et à développer au maximum ce stablecoin ces dernières années. Pour répondre à un besoin de paiement. Exactement. Moi, mon approche, c'était plus une approche bac à sable. C'est-à-dire que il y a les crypto-monnaies, j'ai découvert le Bitcoin, Ethereum. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est la blockchain comme composante technique pour construire des applications financières. Si on veut reconstruire le monde de la finance sur les blockchains, parce que c'est un standard qui est plus efficace que le monde financier classique, parce qu'on peut se passer d'intermédiaires, parce que c'est un monde qui est beaucoup plus transparent, beaucoup plus composable, quelle est la première chose dont on a besoin? Et la première chose dont on a besoin, c'est un moyen de paiement tout simple, qui n'a pas de volatilité. Et après, un peu d'un point de vue stratégique, si on regarde la taille du marché des stablecoins aujourd'hui, Brice disait que c'était 120 milliards de dollars, 120 milliards de dollars pour 200 millions d'euros. C'est vraiment tout petit le marché du stablecoin euro, et donc il y a aussi quelque chose, une disparité à essayer de rééquilibrer, et c'est ça qui m'intéressait, à essayer aussi de donner un peu de voix à l'Europe et à l'euro dans un monde qui ne tourne qu'autour du dollar, alors que une grande majorité des utilisateurs DeFi et des builders DeFi sont des Européens. Oui, tu as vu en fait une incohérence entre le marché des monnaies fiat et le marché des stablecoins qui n'est pas représentatif du monde réel. En fait. Ça fait 3 ans qu'on a repéré cette incohérence, ça ne s'est toujours pas résorbé. Bon, on y reviendra, sur les collatéraux utilisés et les stablecoins en général. Mais ok, c'est la réunion d'un outil et d'une volonté de marché. Là, on va passer au dur du sujet. Donc, on a vu pourquoi vous y êtes intéressé. On reviendra sur les besoins. Moi, c'est les choix, les modèles, donc centralisés, décentralisés, où ça serait permissionné, non permissionné. Donc, vous avez chacun fait des choix différents. Il y a 2 représentants de l'école décentralisée, sachant qu'il y a 50 nuances de décentralisation, comme chacun sait. Et donc, j'aimerais revenir sur vos choix stratégiques, techniques et leurs implications
explication. Par exemple, l'intérêt et les limites du modèle centralisé. Par exemple, pourquoi ce choix? Et c'est pour toi, Jean-Marc, parce que tu représentes voilà, l'école, on va dire, bancaire classique. Ouais, merci. Oui, alors effectivement, peut-être avant de rentrer dans la question en elle-même, évidemment, la réponse à cette question ou ces questions de modalités de structuration et de modèles de fonctionnement d'un stablecoin ou de n'importe quel autre actif numérique, évidemment, ça découle de l'usage auquel il est destiné. Et en matière de stablecoin, aujourd'hui, c'est vrai que le marché est très très concentré. Il y a très très peu d'offres dans le marché, hein, ce que tu expliquais. Donc, il y a des produits, des jetons qui en fait servent de facto à des usages extrêmement différents. Pivot de trading, support d'investissement, réserve de valeur, enfin on peut en citer quelques-uns, sont des sujets très différents où du point de vue de l'investisseur, si on voulait être parfaitement fit for purpose, si je puis dire, en fait on devrait avoir plusieurs instruments disponibles. Donc dans notre cas de figure, en partant du besoin client, les premiers besoins clients auxquels on a cherché à répondre avec ce produit, c'est de créer un instrument de règlement on-chain pour nos propres transactions sur Security Token, puisque encore une fois, on cherche à amener ce type de technologie de façon mainstream auprès de nos clients, d'offrir un moyen de paiement cross-border plus efficace pour des paiements wholesale, et 3, effectivement, pour essayer, mais je dirais c'est plus la cerise sur le gâteau et de façon opportuniste, d'amener de façon modeste, avec toutes les limitations dont on est extrêmement conscient, une certaine expertise en termes de structuration, de sécurité juridique, de sécurité financière à l'écosystème crypto, en offrant une alternative à ce qui peut exister. Et la hiérarchie des besoins auxquels on cherche à répondre, c'est vraiment celle-là. Et donc, partant de cette hiérarchie, effectivement, les options de structuration qu'on avait disons, en possibilité, compte tenu du fait que, bon, on ne se refait pas, on est une banque et donc on est soumis à toute la réglementation bancaire, financière qui existe, nous a amené à faire ce choix de structuration d'un jeton, malgré tout, parce que bon, chez SG Forge, on cherche toujours à aller au maximum de ce que la crypto nous permet de faire en termes de crypto native, tout en restant conforme à la réglementation. Donc la réglementation nous a amené à déployer un jeton sur une infrastructure publique. Hein. Aujourd'hui, l'euro convertible est déployé sur Ethereum, mais en déployant un smart contract qui inclut un certain nombre de limites et qui est permissionné, puisque les investisseurs du stablecoin, de notre stablecoin, sont soumis à un certain nombre de limitations. On ne le promeut pas auprès du S-personne, on ne le promeut pas auprès du retail, c'est uniquement pour de la clientèle institutionnelle. Tous les investisseurs sont évidemment soumis à des obligations de KYC et nous avons des obligations en termes d'anti-blanchiment qui nécessitent de mettre en place un modèle opérationnel par lequel on contrôle la circulation du jeton pour toutes ces raisons. Je me permets de te poser encore quelques questions. C'est sur le marché primaire, en fait, tout le monde ne peut pas créer le stablecoin, ce sont les institutionnels. Le marché secondaire aussi est maîtrisé ? Alors, la circulation du jeton à aujourd'hui est maîtrisée, mais d'ici la fin de l'année, on va lever ces restrictions et donc au sein de la liste blanche des investisseurs, la circulation du jeton sera complètement libre. Et ça aussi, c'est peut-être pour continuer le point, c'est complètement notre philosophie. Hein. On est dans une démarche d'apprentissage et de structuration aussi hein, de la façon dont l'industrie financière et les acteurs traditionnels, si je puis dire, peuvent s'approprier la crypto au sens large. Donc on apprend, on aime bien réaliser des transactions réelles avec des clients chez SG Forge, mais on aime bien aussi faire évoluer nos produits en fonction du feedback utilisateur qu'on a. Et depuis le lancement de Stablecoin, on a eu énormément de discussions avec des investisseurs, avec des acteurs de l'écosystème crypto. Ce Stablecoin d'ailleurs a vocation à être listé sur un certain nombre d'échanges crypto également à brève échéance. Évidemment, ce sont des discussions qui rentrent dans le dur et qui vont à un niveau de détail que vous ne pouvez pas avoir tant que le produit n'existe pas. Et donc, oui,
typiquement, cette question de la libre circulation du jeton, ce sont des choses sur lesquelles on a appris. On a construit des dispositifs qu'on n'avait pas il y a quelques mois et sur lesquels on va essayer de pousser le curseur un cran plus loin pour, encore une fois, faciliter l'adoption. En particulier, je rejoins Pablo, sur les stablecoins euros, où aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Ok, merci Jean-Marc. Pierre, est-ce que tu veux rebondir? Parce que toi-même, tu représentes l'école des stablecoins centralisés. Tout à fait. Non, mais on a eu à peu près la même approche que SG Forge sur le sujet, avec au début un circuit fermé en étant distribué uniquement sur CoinHouse, puis des discussions longues avec les régulateurs pour essayer d'ouvrir la distribution. Donc aujourd'hui, le stablecoin circule de façon libre. Et pour moi, vraiment, l'intérêt du modèle centralisé, c'est la facilité d'on-off-ramp, notamment pour des institutionnels. En fait, moi, je me vois vraiment comme une façon de tokeniser du cash. On nous apporte des euros, on crée des crypto-euros qu'on met sur la chaîne et qui ensuite vivront leur vie et circuleront de manière fluide. Ok, donc je vois une approche plus réglementaire, plus prudente. En fait, plus le groupe est grand, plus le groupe est prudent dans sa création du jeton du stablecoin. Brice, justement, à l'opposé, ensuite je reviendrai vers toi Pablo, mais l'approche plus décentralisée, immuable, pourquoi ce choix? Sachant que pour l'instant, j'ai l'impression que le marché valorise plus les stablecoins centralisés. Et pourquoi toi avoir choisi de te lancer dans un projet décentralisé? C'est vrai que pour en revenir au chiffre de tout à l'heure, donc sur les 120 milliards, grosso modo, il faut compter au moins 115 milliards absolument centralisés. Pour vous donner une idée des proportions, et le reste dans différentes saveurs de décentralisation, à peu près ça. Donc bien sûr, on est sur une échelle plus petite. Au niveau de l'equity, l'idée de base de design, c'est vraiment la minimisation des risques à tous les niveaux. Et notamment un risque qui est mal compris, c'est le risque de contrepartie. Donc bon, avec les acteurs centralisés, on comprend bien qu'il y a effectivement une contrepartie, voire plusieurs. Mais là où ça devient plus sportif, j'ai envie de dire, c'est qu'avec les stablecoins décentralisés, on se retrouve avec des risques de contrepartie secondaires dus au design, à l'exposition, au modèle des stablecoins. Je viendrai après. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, pour expliciter, par exemple, peut-être les gens ici connaissent DAI Maker, où on a une exposition USDC, et donc par un niveau de dérivation, au moins un point de contrepartie à ce niveau-là. Donc sur l'equity, les choix de design, ils sont vraiment faits pour minimiser le risque, autant contrepartie, risque technique, et ça vaut quand même la peine d'être noté aussi, ça reste à l'heure d'aujourd'hui un des rares seuls stablecoins qui n'a aucun mécanisme de gouvernance ou aucune modification possible des contrats. Donc concrètement, les contrats ont été lancés en avril 2021 et aucune modification n'est possible depuis. C'est un protocole autonome dans ce sens-là. C'est vrai qu'on aime bien parler des DAO et organisations autonomes, on oublie un peu. Il n'y a pas de DAO, mais là, on est vraiment sur un protocole où concrètement, rien ne peut être modifié. Et donc, ça aussi, bon, ce n'est pas ma spécialité, hein, mais ça peut aussi avoir de l'intérêt côté légal, notamment, parce que, bon, en termes de limitation sur le stablecoin, on peut tout simplement pas enforcer quoi que ce soit. Ça tourne quoi. Le concepteur pourrait aller en prison sans que les utilisateurs en soient peinés autrement que psychologiquement, bien sûr. C'est ça. Et puis oui, aussi toutes les thématiques d'attaque potentiellement sur l'équipe qui aurait un contrôle. Là, il n'y a pas de multisig, il n'y a pas de modification possible. Donc bon, même moi, vous pouvez me fracasser la gueule à la sortie de la conférence. Je ne pourrais pas vous minter des LUSD ou vous donner des termes plus favorables sur le protocole. On va rester courtois, normalement. Mais Pablo, et genre justement, est-ce qu'il y a des modèles intermédiaires entre le tout décentralisé, immuable, non permissionné et des modèles plus propriétaires? Nous, dans l'approche, on est similaire un peu à ce que fait Maker, dans le sens où le système peut changer. Donc par exemple, nous, certains de nos contrats sont upgradables, c'est-à-dire que la logique de comment fonctionne le protocole peut être modifiée à mesure que le protocole avance. Donc ce qui est assez important dans ces protocoles-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui permet d'upgrader et de changer les règles du jeu et à quel point les règles du jeu sont transmises, sont comprises par les participants. Donc nous, par exemple, Angle, cette année, le protocole investissait une partie de ses réserves dans un protocole qui s'appelait Euler, qui s'est fait hacker. Le risque, heureusement, a été compris par une grande partie des utilisateurs, mais ça restait un risque qui avait été accepté, pris par la gouvernance du protocole, et qui fait que le stablecoin, l'AG-Euro, a perdu sa parité avec l'euro pendant une période, le temps que le hacker rembourse les fonds. Vous avez quand même eu cette chance. On a eu une chance énorme. Ouais.
Mais donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi on adopte ce modèle qui vient avec moins de garanties au niveau de l'investisseur que, par exemple, un stablecoin comme le LUSD, où je suis sûr, quand j'utilise, que les règles ne vont pas changer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est être en mesure de proposer le produit qui est le plus attractif financièrement pour les détenteurs du stablecoin. C'est faire en sorte d'avoir un offering qui évolue en fonction des demandes des investisseurs. Donc, par exemple, nous, l'AG Euro, il est backé en grande partie par des securities euros, par des bons du Trésor européen, ce qui devrait permettre au protocole de distribuer une partie de ses revenus aux détenteurs de stablecoin. Donc, c'est quelque chose qui vient avec moins de garanties de sécurité et, pour les investisseurs, mais ce qui font que les règles changent. Les investisseurs, les détenteurs de stablecoin, ils ne peuvent pas se faire biaiser, voler du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même une gouvernance qui est derrière, qui peut faire choisir d'évoluer les règles. Et si moi, demain, je vois que les règles vont changer, je peux juste retirer mes AG euros avant que les règles changent, et je m'en vais comme ça. Après, tout le monde n'est pas actif à suivre tous les développements dans le forum de gouvernance, et c'est une chose qu'on reproche au protocole de à la gouvernance des protocoles décentralisés, pas que les stablecoins, mais aussi les protocoles de prêt, etc. Mais au moins, les gens ont toujours la possibilité de quitter avant que les règles changent. Mais donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est être en mesure de distribuer du yield aux détenteurs de stablecoin, être en mesure de faciliter le développement du stablecoin sur plusieurs chaînes, être en mesure d'intégrer notre standard en fait, à droite à gauche. Et pour ça, avoir des règles flexibles, ça peut aider. Oui, disons que tu vas chercher un compromis entre immuabilité et performance, par exemple. Exactement. Et le risque de contrepartie que mentionnait Brice, chez nous, il est très assumé. Nous, on est backé par de l'ORC, par des securities euros. On pourrait être backé par plein d'autres stablecoins collatéraux. Nous, il y a un risque, mais tant que le risque est compris, transparent et clair, et qu'il est bien maîtrisé par les participants de la gouvernance et ceux qui ont une influence, ceux dont la voix est écoutée, en fait, à la fin, acheter un stablecoin, ça revient à mettre son argent en banque d'une certaine façon. Moi, je fais confiance à la Société Générale pour pas faire, pas à Forge, mais à la Société Générale pour pas faire n'importe quoi avec mes déposits. Sauf que nous, on offre une infrastructure qui permet à tout le monde de voir ça de façon transparente et de faire l'état du système 24 heures sur 24. Ok, mais ça renvoie vers ma prochaine question que Jean-Marc a un peu anticipée, c'est-à-dire que finalement, ça sert à quoi un stablecoin? Donc là, la réponse, parce que je pense qu'il y a plusieurs étages. J'ai entendu le paiement, mais moi, à titre personnel, j'aimerais bien que ça produise du rendement. Ça peut être les échanges internationaux. C'est vrai que souvent, quand on fait un virement bancaire, au-delà d'une certaine somme, on reçoit des questions du banquier. Pourquoi? Alors que ma réponse serait, c'est mon argent. Des choses comme ça. À quoi ça sert? Quels sont les différents cas d'usage? Ça a été évoqué par Jean-Marc. Vous ciblez peut-être pas forcément les mêmes. Là, tu as parlé du yield, donc le rendement. Donc recherche, finalement, ça peut être un placement. Le pivot, c'est-à-dire que en ce moment, je crois que le marché, il est pas top. Donc, il y a certaines personnes vendent leur Bitcoin ou leurs Ethers pour des stablecoins. Bon, on ne le comprendra jamais, mais je veux dire, à quoi ça sert? Non, c'est vrai qu'il y a un peu, disons, au moins 4-5 différents types d'utilités et probablement des stablecoins assez différents qui vont s'y adresser. Donc, on a la question de loan off-ramp. Et là, par exemple, l'AG Euro, c'est assez pas mal votre ciblage, je pense, aussi. Nous, c'est plus, pour moi, les centralisés qui font loan off-ramp. Aussi, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en décentralisé, ouais. Donc, juste ramener de la devise on-chain, quoi. Il y a la question plus de tout ce qui va être la contrepartie de trading dont parlait Jean-Marc tout à l'heure. Donc, en gros, des gars qui ont des bitcoins, qui ont des ethers, qui veulent sortir de leur exposition volatile, mais pendant un temps donné, et qui vont préférer des stablecoins plutôt que de faire une vente vers une monnaie fiduciaire qui vient avec potentiellement taxes et tout ça. Il y a la question plus de la réserve, c'est-à-dire juste des gens qui ont des actifs on-chain, potentiellement depuis plusieurs années déjà, et qui cherchent juste une forme de stabilité parce qu'ils ont des Ethers, mais ils veulent aussi avoir quelque chose de plus stable à côté. Et du coup, assez lié à la réserve, mais pas que, la question du rendement, tout simplement. Donc, une fois que vous avez de la réserve on-chain, généralement, et que l'idée, c'est de la garder sur quelques années, il va y avoir cette question de comment la rendre productive, en effet. Et c'est vrai que, ouais, en fonction de ces besoins-là, les stablecoins qui s'adressent sont assez différents. Et après, c'est vrai qu'on parle plutôt des particuliers, là, mais notamment, nous, pour le LUSD récemment, on voit pas mal aussi de protocoles
eux-mêmes qui vont s'intéresser à l'USD dans une question plus, un angle de réserve. Je pense que c'est vraiment un peu notre angle principal, puisque c'est un peu le bénéfice principal de la résilience, quoi. C'est-à-dire, les gens qui cherchent quelque chose de solide, c'est généralement parce qu'ils veulent une exposition qui va être à l'échelle d'années et qui ne veulent pas avoir des questions de suivre ce qui se passe au niveau de la gouvernance ou au niveau de l'acteur centralisé pour savoir si, grosso modo, l'épargne, elle est toujours là ou pas. Donc, peut-être les 4 grands cas d'utilisation, je dirais ça comme ça, et tous un peu servis par des stables différents au final. J'ajouterais le cas du cross-border payments qui me paraît, à mon avis, assez intéressant. Et nous, on commence à le voir aujourd'hui, notamment sur des sociétés qui ont des flux de trésorerie internationales et qui doivent accélérer ces flux. Aujourd'hui, ça coûte très cher d'avoir des flux internationaux et ça prend du temps. Le stablecoin fait sens dans ce cas-là. Donc cross-border, ça me paraît un point intéressant. Et deuxième point qui me paraît également intéressant, c'est le côté programmable du stablecoin. Et donc notamment sur des mécaniques, du retail, c'est-à-dire comment on allie paiement et fidélité. Le côté programmable des stablecoins peut être intéressant. Ouais, je voulais juste revenir au-delà des usages dont on a déjà parlé sur ce que Pablo disait, parce qu'il y a la question aussi du panel, ce que les investisseurs doivent savoir, parce qu'on utilise souvent beaucoup de termes, mais qui veulent dire des choses différentes, centralisé, décentralisé, permissionné, non permissionné. On a parlé de collatéral, de transparence sur le collatéral, de qualité du collatéral. Tout ça, ça renvoie à des notions différentes et des points d'attention effectivement que les investisseurs doivent avoir en tête en choisissant le stablecoin qu'ils utilisent. Vous voyez, par exemple, dans le cas de l'euro convertible qu'on a fait, c'est un stablecoin qui est émis sur une infrastructure décentralisée. On a émis sur Ethereum public. On aurait pu émettre sur un réseau fermé. Il y a d'autres acteurs qui ont des modèles déjà à ce niveau-là très différents. Je pense à JP Morgan, par exemple, avec le JP Morgan Coin, qui n'est pas du tout ouvert. Le réseau est complètement fermé. Permissionné, non permissionné, évidemment. On peut avoir différents niveaux de permissionnement évolutif dans le temps. Évidemment, la structuration financière et juridique du stablecoin a beaucoup d'importance. Alors, encore une fois, pour prendre ça à titre d'exemple, dans notre cas, certes, l'euro convertible est émis par une entité juridique qui s'appelle Société Générale Forge. Pour autant, et bien que ce soit le groupe Société Générale avec toute la sécurité réglementaire qui est associée à une banque ayant pignon sur rue, pour autant, tout détenteur du jeton, de l'euro convertible, n'a aucun risque de contrepartie vis-à-vis de Société Générale Forge. L'intégralité de la réserve de valeur du jeton qu'on a émis est sécurisée dans une fiducie, donc ce que les anglo-saxons appellent un trust, sur lequel on n'a absolument aucun recours. Le détenteur du jeton, lui, a un recours direct et irrévocable sur l'actif de cette fiducie. Donc si demain Société Générale ou Société Générale Forge disparaissent, l'investisseur du jeton garde toujours sa réserve de valeur en propriété et peut demander la restitution des avoirs correspondants pour la valeur du stablecoin. Donc il y a des subtilités comme ça de structuration, évidemment, qu'il faut regarder et qui ne sont pas les mêmes d'un émetteur à l'autre. Vous avez des stablecoins majeurs de l'écosystème crypto aujourd'hui où il y a directement, un pour un risque de contrepartie sur l'émetteur. Déjà ça, c'est un facteur d'analyse extrêmement important pour l'investisseur, parce que quand vous regardez la valeur du collatéral, et il y a plein de gens qui passent plein de temps à essayer d'analyser la valeur du collatéral, mais qu'à la fin, vous êtes exposé juste à l'émetteur, il vaut mieux regarder le rating, s'il existe, de l'émetteur, plutôt que la valeur du collatéral, parce que si ça se trouve, le collatéral, vous ne le verrez jamais. Alors Jean-Marc, c'est très fort parce que tu anticipes, tu as le don d'anticiper. Et je le savais puisque tu me l'as donné. C'est vrai. Et donc c'était le thème. Donc que doivent savoir les investisseurs? En fait, c'est quels sont les risques inhérents à l'émission de stablecoin? Quels critères faut-il selon vous observer, sachant que ça peut être variable. Certains vont voir la qualité de l'émetteur, d'autres la qualité du code, l'immuabilité. On pourrait voir le cadre réglementaire, la qualité du collatéral. Et Jean-Marc, pour rebondir sur ce que tu dis, même des fois quand l'émetteur est de grande qualité, que la base est sur un pour un, si jamais le collatéral est stocké dans une banque qui fait faillite, je pense à Circle qui s'est fait des frayeurs, malgré un pour un, il pouvait avoir une frayeur. Donc quels sont les critères selon vous à regarder quand on choisit d'acheter des stablecoins, c'est-à-dire de vendre ses cryptos quelque part? Donc pour les stablecoins décentralisés, il faut déjà, numéro 1, l'immuabilité du code ou non.
Mais tu l'as dit toi-même, votre code n'est pas immuable. Oui, donc, mais après, il y a différentes sous-branches. Enfin, en fait, non, le premier critère, c'est est-ce que le collatéral est endogène ou exogène. Donc ça veut dire que... Endogène, ça veut dire que le collatéral est propre au protocole. réseau. Donc, est-ce que Luna, par exemple, qui avait le stablecoin qui est l'UST, donc l'UST qui a fait faillite, il y a eu 40 milliards de valeurs capitalistiques qui ont disparu du jour au lendemain. Tout ça, c'était juste un Ponzi énorme parce que l'UST était backé par un collatéral qui s'appelait le Luna, dont le succès dépendait lui-même du succès de l'UST. Donc en temps de circulaire. en temps de bull market, tout va très bien, les arbres montent au ciel, mais dès qu'il commence à avoir un petit grain de sable et que la confiance s'érode, et tout disparaît du jour au lendemain. Donc ça, je dirais que c'est la première chose à regarder. Est-ce que le collatéral est endogène ou exogène? Et ensuite, si le collatéral est exogène, il y a la sous-branche code immuable ou pas immuable. Et après, il faut regarder la qualité des mécanismes pour les stablecoins décentralisés. Est-ce que les mécanismes de liquidation sont bien conçus? Est-ce que il y a des risques, des besoins de liquidité dans le marché pour être en mesure de liquider le collatéral? Est-ce que quand je détiens le stablecoin, et ça vaut pour tous les stablecoins centralisés comme décentralisés, donc c'est le cas chez Forge et c'est le cas chez Angle aussi, est-ce que quand je détiens le stablecoin, j'ai un droit, j'ai une claim sur le collatéral du protocole? C'est aussi le cas chez Liquidity parce que le LUSD, on peut récupérer de l'Ether à 1 pour 1. Donc c'est une notion qu'on appelle en anglais la bankruptcy remoteness. Donc, est-ce que si demain l'entreprise qui l'émet fait faillite, je suis quand même éligible au collatéral? Donc, ce sont pour moi les critères importants. Donc, exogénéité du collatéral, bankruptcy remoteness, qualité du code, et après, sur les risques du collatéral, les risques de gestion, il y a plein d'autres questions, mais je vais laisser les autres compléter. Ouais, sur les centralisés, il y a plusieurs autres points. C'est comment est géré le collatéral? Est-ce qu'il est liquide? Est-ce qu'il est investi en obligations d'État? Est-ce qu'il est investi en obligations d'entreprise? Ça, généralement, ça ramène à la transparence. Est-ce que l'émetteur est transparent ou non sur l'état de ses réserves? On a de plus en plus, il y a un mouvement quand même qui montre que les émetteurs de stablecoin commencent à être de plus en plus transparents sur les réserves. Donc ça, c'est tant mieux. Ensuite, sur les centralisés, il y a également le sujet de la régulation. Est-ce que l'émetteur de stablecoin est régulé? Quelle garantie il a? Le porteur de stablecoin, quelle garantie il a sur l'émetteur? En effet, c'est un point important. Et le dernier point, c'est les points de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui ramènent en fait au sujet réglementaire. Je crois que tous les points ont été cités. Je résumerai peut-être ça en disant simplement bien comprendre ce qu'on achète au final. Ce à quoi on est exposé, puisque aujourd'hui, encore une fois, même dans le monde crypto, pur crypto, la réalité est que les détenteurs de stablecoin, à la fin, détiennent juste un titre de créance sur l'émetteur. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle une obligation, c'est rien d'autre. Et encore une fois, quand on ne rentre pas dans la subtilité des mécanismes de structuration, on peut penser qu'effectivement, on détient un recours direct sur le collatéral et donc on peut passer plein de temps à analyser ce collatéral, mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça qu'on détient réellement. Alors moi j'ai une suggestion supplémentaire, enfin en tout cas si j'observe les marchés, j'ai l'impression qu'un des critères qui est recherché c'est la liquidité aussi. Et parce que j'observe un paradoxe et je compte sur vous pour me l'expliquer, c'est-à-dire que j'ai entendu qu'est-ce qu'il faut regarder quand on prend un stablecoin, la transparence, la qualité de l'émetteur, que ce soit un pour un. Eh bien écoutez, le stablecoin qui est le plus utilisé avec le plus de profondeur de marché, de volume, c'est quand même l'USDT. Qui n'est pas réputé pour être basé dans des zones réglementaires les plus locales. En général, c'est exotique. La transparence, elle est douteuse. Le 1 pour 1, il y a toujours eu des légendes depuis 2014. Bon, je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Donc pourquoi l'USDT a ce succès alors qu'il n'est pas forcément l'exemple évident des critères que vous avez soulevés? Alors c'est vrai que oui, sur transparence et tout ça, c'est pas le meilleur élève dans la classe, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il y a quand même la question essentielle qui va... parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu de confiance, tout ça au final. Là, on parle de mécanismes, mais en soi, les mécanismes ils peuvent être un peu pas idéaux, on va le dire comme ça. Tant que les investisseurs ont confiance et que ça tient, ça tient. C'est vraiment en fait la question de la rédimabilité, on en revient au point de Pablo. Donc en gros, est-ce que vous pouvez, avec votre stablecoin qui correspond donc à un claim sur le collatéral du protocole ou du mécanisme centralisé, est-ce que vous pouvez aller chercher ce qu'il y a en dessous concrètement? Donc par exemple pour l'USD, vous pouvez aller brûler un USD pour aller chercher $1 d'Ether qu'il y a dans le protocole. Ça vous permet de sortir en fait sans avoir besoin de liquidité externe. C'est aussi ça, mine de rien, qui est
est intéressant. Et je pense pour USDT, ça, alors c'est réservé sur, il faut faire une vérification, c'est plutôt pour les institutionnels, mais a priori la rédemption sur USDT, elle tourne bien. Et peut-être un point qu'on a oublié dans l'utilité des stables, mais qui explique aussi pas mal USDT tout à l'heure, c'est, moi je le mettrais comme la démocratisation de l'accès au dollar. Donc c'est-à-dire que nous, en Europe, peut-être on s'en fiche pas mal, mais j'ai des amis turcs ou en Amérique latine, eux, ils sont très contents d'avoir un mécanisme par rapport à ce qu'il y avait avant, qui leur permet de changer leur monnaie fiduciaire, qui a une tendance quand même à baisser contre le dollar ou autre, assez rapidement. Ils peuvent avoir, voilà, ils reçoivent leur salaire en lira turque, avec Binance ou autre, souvent pas du décentralisé hélas, ils vont acheter de l'USDT et ça leur permet en gros juste de protéger littéralement leur salaire, leur revenu de tous les jours pour pouvoir le convertir un peu quand ils ont besoin et épargner sans se faire... mais pourquoi choisissent-ils l'USDT? Parce que parfois, je viens d'y penser, l'outrage est souvent double, c'est-à-dire que non seulement les gens utilisent de l'USDT, mais ils le font sur le réseau Tron. Donc, ce qui est... Ouais, ou sur un échange centralisé. Ou sur un échange centralisé, ce qui est étonnant. Bah, on en revient aux critères de liquidité, reddiabilité et intégration. C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas 36 services, je pense, pour échanger de la lira turque contre un stable. Quoi. Et voilà, quand on rentre dans des trucs un peu plus exotiques encore, probablement il ne reste plus que l'USDT et quelques services. Quoi. En fait, un stablecoin, c'est un standard. Et personne n'a d'intérêt à utiliser ce standard si d'autres personnes l'utilisent pas. Et donc, c'est toujours, quand on lance un stablecoin, c'est facile. Hein. Moi, je peux forker Angle, je peux forker Liquidity, et en 10 minutes, le stablecoin, il est lancé. Mais c'est un coût de capital de grossir un stablecoin. Et ça prend du temps. C'est ce qui est le plus dur, en fait. Faire des mécanismes, on peut toujours innover autour du mécanisme. Mais à la fin, c'est la distribution du stablecoin qui fait vraiment la différence. Il y a plein de gens qui se sont cassés les dents à lancer un stablecoin. Personne l'utilise. Bon, tous les stablecoins euros, par exemple. Je rigole. Pardon ? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Mais donc, c'est vraiment comment faire pour casser la poule et de l'œuf. Et le fait d'avoir tous les signaux verts au niveau de la confiance, la qualité du collatéral, ça aide à grossir. Mais si personne d'autre l'utilise, donc à un moment, il faut réussir à faire tourner la roue. Et il y a quand même quelque chose, une tendance qui est assez remarquable dans les cryptos, c'est que généralement, c'est le premier arrivé, c'est le premier servi. Quoi. Le Bitcoin, c'était la première crypto-monnaie. Tout le monde est autour du Bitcoin. L'USDT, c'était le premier stablecoin, tout le monde utilise l'USDT. Les stablecoins dollars, c'était les premiers types de stablecoin. Bon, tout le monde reste en dollars. Et voilà, c'est un peu dommage que l'industrie fonctionne comme ça, surtout au niveau des stablecoins. Mais bon, donc c'est avant de réussir à arriver au niveau d'intégration, et c'est ça qui fait que les boîtes comme Circle ont une valorisation énorme. Parce que c'est facile de construire l'USDC, mais c'est super dur de construire les intégrations que eux ont eu. Oui, tout à fait. C'est un effet de réseau très fort et c'est nécessairement un marché qui ne peut être que très concentré sur quelques acteurs. Alors effectivement, Circle a bénéficié aussi des turpitudes, des alternatives qui pouvaient exister à une époque. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une phase de transition où ce niveau de concentration va nécessairement baisser à l'avenir. Déjà parce que dans le marché, il y a un besoin, ne serait-ce que pour d'autres devises que le dollar, pour commencer. Mais il y a également un besoin très fort pour des solutions peut-être un peu différentes. Et on a aussi un environnement, je pense notamment réglementaire en Europe, qui va réouvrir le jeu dans les mois et les petites années qui viennent. Donc il y a beaucoup de projets de stablecoin qui sont dans les cartons. Il faut le savoir, près d'acteurs financiers ou non financiers. On va voir dans les mois qui viennent arriver sur le marché de nouvelles alternatives avec ces nouveaux acteurs qui vont arriver également avec leur propre réseau de distribution notamment, et ça prend du temps à mettre en place. Nous, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment à la Société Générale avec l'Euro Convertible. On est en train de référencer le produit auprès d'un certain nombre de plateformes, donc ça se voit pas, c'est du travail de fond, c'est un investissement long que l'on fait, mais par lequel vous êtes obligé de passer pour pouvoir collecter ensuite et faire adopter le produit. Mais ce ne sont pas des produits dont la dynamique est celle qu'on peut connaître sur d'autres cryptos, où vous avez une proposition de valeur, vous avez une proposition innovante, vous faites une ICO ou autre chose, et puis ça prend
parce qu'intrinsèquement, le produit est sympa. Non, c'est un travail, encore une fois, de fond qui nécessite du temps. La force de frappe compte. Il nous reste plus qu'une minute. Donc la dernière question, avant les questions, évidemment, il y aura les questions du public que vous pourrez poser. C'est la question classique de la prospective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est à votre avis, quelle est, donc c'est censé être une note joyeuse, mais pas forcément en fonction de la vie de chacun. Quel est l'avenir des stablecoins selon vous et comment les voyez-vous s'intégrer à l'avènement probable des monnaies numériques de banque centrale? C'est-à-dire que comment vous voyez la cohésion? Quel est l'avenir des stablecoins selon vous? Seront-ils remplacés? Vont-ils rester? Moi, je suis assez aligné avec Jean-Marc, même sur le côté, bon, on lui parlait plus en centralisé, mais même en décentralisé, il y a myriade de modèles en développement, de nouvelles approches. Et au final, l'enjeu, c'est plutôt que on sait qu'on va vers des centaines, des milliers de stablecoins et ça devient naviguer tout ce petit écosystème, autant sur les risques techniques, mais aussi la modélisation économique. Et à ce niveau-là, ça fait assez plaisir parce que c'est vrai que ça manquait pas mal juste ça manque d'une couche intermédiaire de mécanismes pour en gros faire un peu de sens, de curation parmi les stablecoins. Et depuis juillet, là, au Stablecoin Summit à Paris, il y a eu une première agence de notation de stablecoin qui s'est lancée. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est bluechip.org, je crois. Et vraiment, c'est ça l'idée, c'est d'apporter un scoring en lettres assez simple. Donc eux, ils modélisent le risque économique, hein, ils se contiennent à ça, avec l'idée d'aller un peu plus loin. Mais ça, je pense que ça va dans le bon sens, quoi, parce qu'on le sait qu'il y en a de plus en plus, tout le monde va tenter ces modèles. Et au final, c'est le marché qui dit s'ils sont pertinents ou pas. C'est pas en amont. Et donc, il se pose vraiment pour moi la question plus de la curation. Parmi tout ce foison d'innovation, ça devient un truc vraiment essentiel. Ah, attention, j'allais conclure parce qu'il nous restait 2 minutes. Donc peut-être juste en 1 minute, parce que ta question est très intéressante. Et effectivement, c'est important, je pense, d'avoir la big picture en tête. La place des stablecoins, en fait, est dans un espèce de continuum qui sera visible, je pense, demain ou dans quelques années, entre effectivement les monnaies numériques de banque centrale d'une part, et nous-mêmes, on participe, on est dans des groupes de travail de la BCE sur la mise en place de l'euro numérique, qui part encore une fois des CBDC et qui termine peut-être sur Bitcoin. Hein. Il y a tout un continuum. Et maintenant, en tout cas, moi, ça me semble assez clair qu'il y a une place pour les stablecoins et c'est quelque chose que même la BCE reconnaît. Et encore une fois, Mika et toutes les discussions qui ont lieu en ce moment avec les banques sur la tokenisation du cash, parce qu'un stablecoin, c'est pas non plus complètement du cash tokenisé, hein, c'est autre chose, mais voilà, il y a ce continuum qui est en train de se dessiner petit à petit et qui fait qu'on voit réellement des cas d'usage industriel at scale possibles pour des stablecoins programmatiques peut-être, qui amèneront de la valeur au marché et des options nouvelles aux clients avec ces actifs-là. Merci à vous pour ces éclairages et la parole est au public. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Quel est le meilleur stablecoin, par exemple? Et je suis sûr que vous avez tous des bonnes notes sur bluechip.org. Je ne suis pas sûr que les monnaies numériques de banque centrale seront bien notées, en revanche. Merci d'abord pour cette conférence. Et j'aimerais, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais une question pour Pablo et pour Brice. Est-ce que finalement avoir des stablecoins décentralisés, c'est pas un peu une contradiction et que finalement on est toujours attaché au dollar ou à l'euro ou peu importe quelle monnaie et que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir en fait des stablecoins comme veut proposer Société Générale, qui seraient fortement régulés et du coup qui protégeraient un peu plus l'investisseur et peut-être même que ça profiterait encore plus à tout l'écosystème en général et pour la croissance de Bitcoin. Moi, je ne pense pas que ça soit une contradiction. Je vais donner un exemple super simple de stablecoin qui peut être très utile et qui peut fonctionner de façon décentralisée. C'est un stablecoin qui peut fonctionner comme un panier de différents stablecoins. Par exemple, tu peux ne pas faire confiance complètement à la Société Générale, tu peux ne pas faire confiance complètement au LUG, et tu peux te dire, j'ai pas envie de mettre tous mes savings dans la Société Générale, comme tous mes savings dans le LUG. Bah, c'est possible de construire un stablecoin décentralisé qui est opéré par des smart contracts, immuables ou non, qui te diversifie le risque entre le LUG et leur CV de la Société Générale. Et donc, en fait, le stablecoin décentralisé,
oui, on pourrait s'en passer, mais ça permet d'aller encore plus loin que le stablecoin centralisé, parce que dans le stablecoin décentralisé, tu peux écrire des règles qui sont plus expressives que sont les stablecoins centralisés. Et donc, Brice, tu voudras peut-être compléter. Là, je t'ai donné l'exemple de la diversification, mais tu peux aussi avoir la possibilité de wrapper, par exemple, des produits qui te donnent du yield, des obligations, les wrapper en quelque chose, en un stablecoin et une partie de yield en plus. Enfin, en gros, tu peux inscrire dans ton stablecoin décentralisé un nombre de propriétés que tu ne pourrais pas avoir aussi simplement que dans un stablecoin centralisé. Oui, et puis après, le peg au dollar, c'est aussi une question de, comment dire, c'est un peu ce que les gens attendent d'un stablecoin maintenant à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression, mais il y a quand même des approches aussi en DeFi qui explorent en fait une forme de libération de toute monnaie fiduciaire. Là, on est resté dans les stablecoins assez mainstream, mais si tu rentres dans l'offre plus exotique, tu vas trouver quelque chose comme le RAI de Reflexer, qui lui, par exemple, ne va pas chercher le peg d'une monnaie fiduciaire, mais en fait trouve sa propre stabilité. Tu pourrais dire qu'il est pégué à lui-même, bon ça va assez loin, mais voilà, c'est des mécanismes qui en gros cherchent à trouver une source de valeur native on-chain et qui n'est pas on traque le dollar ou on traque quelque chose comme ça, quoi. Donc tu peux aussi envisager cet angle-là. Et après même les mécanismes comme l'equity, en soi ils visent un peg dollar, mais tu peux les envisager eux ou d'autres mécanismes similaires, avec, comme le disait Pablo, un peg qui va chercher un basket d'actifs avec de l'or, de l'immobilier dedans, ce que tu veux, quoi. Et aussi, juste pour les gens qui sont dans les stablecoins, enfin, je sais que c'est mon cas en tout cas, moi je ne considère pas que je travaille en crypto, je considère que je travaille en finance et que je contribue à développer des produits financiers. Et donc l'infrastructure est la même que certaines, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, mais ce qu'on en fait, c'est complètement différent. Et moi, dans l'approche, je ne suis pas du tout anti-monnaie fiduciaire, anti-euro, anti-dollar. Je veux construire un monde financier qui est plus efficace sur cette infrastructure technologique. Mais si demain, il n'y avait pas de crypto-monnaie sur les blockchains, bon, après, c'est ce qui les fait fonctionner. Mais moi, ça ne me dérangerait pas personnellement. Dis pas ça, voyons. Eh ben, peut-être si je peux rajouter d'un mot, moi, ça ne me dérange pas non plus. Hein. Juste pour dire que... Arrêtez. Non, mais franchement, qu'il y ait des solutions décentralisées, effectivement, je pense que c'est même très positif. Encore une fois, ça répond à des besoins différents. Il y a peut-être aussi une question de maturité possible autour de ça, mais je pense aussi, et ça fait longtemps que je le dis, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de services financiers qui sont aujourd'hui opérés de façon centralisée dans les banques, qui sortiront des banques et qui seront opérés par des protocoles DeFi de façon bien meilleure que ce qu'est aujourd'hui, parce qu'il y a des limitations opérationnelles, parce qu'il y a des frictions, il y a des coûts qu'on arrivera à faire disparaître en utilisant des solutions DeFi. Nous, c'est des choses qu'on a déjà expérimentées sur d'autres sujets. Je pense à la gestion du collatéral, par exemple. Là, le sujet d'aujourd'hui, c'est les stablecoins, mais vous voyez, par exemple, organiser le marché d'échange entre différents stablecoins. Je pense qu'il y a des solutions DeFi, d'automated market maker, par exemple, qui sont extrêmement pertinentes. Et c'est même d'ailleurs des sujets qu'on a déjà testés avec certaines banques centrales qui travaillent sur des sujets de CBDC. Aujourd'hui, le marché d'échange est complètement centralisé, industrialisé à outrance, surlimé en termes d'efficience opérationnelle. On n'est pas très loin de pouvoir sortir ça et d'automatiser complètement par smart contract ce genre de marché. Donc c'est pas du tout contradictoire en fait. Donc on va voir le stablecoin de la Société Générale dans une pool curve bientôt ? Qui sait ? Une autre question ? Ça vous plaît pas les stablecoins ? Ah. Au pire, on sera en dehors de la salle si les gens veulent poser des questions. J'ai vu une dernière question quand même. Bonjour, merci pour les échanges. Moi, c'était une question pour Brice. En fait, vous avez beaucoup parlé du coup de l'importance de l'immuabilité des protocoles et que c'est ce qui faisait la force, entre autres, de l'Equity, par exemple. Et récemment, l'Equity ont annoncé une V2. Est-ce que ça casse pas un petit peu le mythe de cette immuabilité ? Alors, pour l'instant, c'est une annonce en gros des designs qui sont envisagés pour la V2 dans la vue de construire un peu le modèle publiquement. Il n'y a rien qui est sorti.
Et ça va être un protocole complètement indépendant, avec un stablecoin différent, et le l'equity et le l'USD qui continuera son chemin et sa vie à côté. Donc non, en soi, c'est pas un problème, c'est juste c'est le coût du game, quoi. C'est le coût de l'immuabilité, c'est que bon, on peut rien changer, donc à un moment donné, c'est bien. Mais pour apporter des nouvelles versions, c'est la seule manière. Comme Uniswap, par exemple, il y a Uniswap V1, V2, V3, et la V4 a été annoncée récemment. Ils font pas ça par plaisir, ils font ça parce que le code d'Uniswap est immuable. Donc, si tu veux apporter une mise à jour, à un moment donné, la seule manière, c'est de lancer une nouvelle version. Ça n'empêche pas aux versions précédentes d'exister et d'être toujours utilisées. Et après, faut pas oublier aussi une étape plus presque philosophique, mais moi, c'est ça qui m'amène à l'immutabilité, c'est que au final, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau dans la relation au protocole même, quoi. C'est-à-dire, l'equity, c'est un protocole d'emprunt où les gens mettent des ethers pour emprunter un stablecoin dollar, donc. Et le fait de savoir que les termes ne peuvent pas changer, c'est quand même très puissant, parce que je ne connais pas d'autres situations, aussi bien en finance classique qu'en DeFi, où vraiment on a toute garantie que les termes du prêt ne changeront pas, il n'y aura pas de frais surprise, il n'y aura pas A priori, si tu as compris le protocole avant de l'utiliser, voilà, tu l'as compris pour les 5 prochaines années à venir parce qu'il ne changera pas. Et ça, quand même, c'est pas mal avec, par rapport aux services financiers classiques, on a quand même l'habitude de... je ne sais pas, recevoir dans son mail 500 pages de nouveaux terms and conditions où il faut aller creuser dans les 3 petites lignes cachées en bas de la page pour savoir que tel frais maintenant est plus haut ou que sais-je. L'immuabilité est un rempart face à l'arbitraire. Tout à fait. Bon, ben, nous finirons sur ça et vous pouvez poser des questions aux intervenants en dehors. Merci beaucoup pour le temps et l'expertise que vous nous avez fait.